Alors bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence si nombreux pour cette rencontre. Bonsoir Guillaume Musso. Bonsoir, merci à tous, vraiment merci pour à la fois votre accueil, vos paroles, vos retours sur mes histoires qui me font vraiment toujours plaisir et qui donnent vraiment à chaque fois voilà, un sens concret à l'écriture, parce que finalement quand on écrit, voilà, pour moi c'est 10 mois par an enfermé, assez seul. Et après, voilà, ce moment de rencontre avec les lecteurs, ça donne finalement tout son sens aux histoires. Et moi, j'ai toujours pensé finalement que un roman n'existe véritablement qu'à partir du moment où il est lu. Et c'est pour ça que je cite souvent cette phrase de Paul Auster qui dit, voilà, un livre, c'est une contribution à part égale entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et à chacune de mes rencontres avec vous, cette phrase voilà, prend un sens concret. Donc, merci. Je pense que chacun était ravi de vous rencontrer aussi déjà. Et donc quelques mots pour continuer à vous présenter. Vous avez commencé à écrire pendant vos études et depuis, vous ne vous êtes, semble-t-il, plus arrêté. Vous avez publié notamment votre premier livre, Schidamarink. Alors j'espère que je le Ouais, c'est prononce ça, c'est bien. d'après une comptine irlandaise. C'est le titre d'une comptine irlandaise, donc oui, c'est comme ça qu'on le prononce. D'accord, super. Donc vous l'avez publié en 2001, à l'âge de 27 ans, et suivi de Et après, en 2004, qui a immédiatement connu un immense succès, consacrant ainsi votre rencontre avec le public. Traduit en 40 langues, tous vos livres, dont Seras-tu là en 2007, L'appel de l'ange en 2011 et bien d'autres, ont depuis conquis les lecteurs du monde entier. Et les Brestois ne sont pas en reste, comme vous pouvez le voir. Nous sommes donc ravis de vous recevoir ce soir à Dialogue à l'occasion de la parution de votre 16e et dernier livre en date, La jeune fille et la nuit, aux éditions Calman Lévy. Dans cet ouvrage, vous emmenez le lecteur à la recherche d'une vérité, celle qui expliquera la disparition de Vinca Rockwell, une jeune fille solaire qui n'a plus donné signe de vie depuis ses 19 ans en 1992. 25 ans après, le personnage principal et camarade, écrivain et camarade de la jeune fille au lycée se lance dans une enquête. Alors, pourriez-vous, avant tout, nous raconter la jeunesse de ce livre et ce qui, pour vous, a été à son origine ? Alors, ce livre, il a pour singularité d'être le premier qui, dans mon œuvre, se déroule complètement et intégralement en France, sur la Côte d'Azur, qui est effectivement la région dans laquelle j'ai passé mes 20 premières années, et dans lequel je retourne souvent parce que ma famille est là-bas et que j'ai une maison là-bas de vacances. Et chaque fois que je retourne à Antibes et dans sa région, les gens me disaient tout le temps, super, bravo pour tes romans, mais quand est-ce que tu nous écris un livre qui se passe chez nous? Quand est-ce que tu nous écris notre livre? Et j'en avais très envie. Mais en littérature, voilà, le désir ne suffit pas, et c'est pas parce qu'on a envie d'écrire une histoire qui se passe dans un lieu qu'on va avoir effectivement l'idée de cette histoire-là. Et donc pendant des années, j'étais très malheureux de pas pouvoir trouver une histoire qui pourrait se passer ici. Et parallèlement à ça, j'avais une autre histoire. Moi, j'ai toujours une dizaine d'histoires dans ma tête, des embryons d'histoires ou des envies, qui était une histoire, ce que les anglo-saxons appellent les campus novels. Les campus novels sont ces romans qui se passent effectivement dans le milieu universitaire. Il y en a beaucoup en Angleterre et aux États-Unis, il y en a assez peu en France, parce que en France, notamment dans les universités, les élèves généralement ne sont pas internes, donc c'est pas propice à ce type de littérature. Et j'avais cette histoire qui se passait qui racontait comme ça une réunion d'anciens élèves, mais qui se passait dans ma tête, qui se passait à Harvard, ou qui se passait en tout cas tout le temps aux États-Unis, que j'arrivais pas à écrire non plus. Et d'un seul coup, voilà, il y a eu une illumination, une connexion qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, cette histoire serait intéressante à raconter et aurait une singularité si on la transférait effectivement dans un cadre qui était celui de la Méditerranée, avec les couleurs de la Méditerranée, avec le reflet du soleil dans la mer, avec le bruit du vent dans les pins. Et d'un seul coup, voilà, ça a déclenché à la fois des souvenirs d'enfance, d'adolescence, des lieux que je connais,
Et pour la première fois, je ne suis pas allé en repérage. Généralement, je vais repérer les lieux, prendre des photos, parler avec les gens. Je fais un travail un petit peu de journaliste en amont. Et là, finalement, la clé, ça a été davantage les souvenirs, en particulier les vieux tubes que j'écoutais au début des années 90, quand j'avais 18 ans. Et donc, c'est la musique qui a été la clé d'entrée pour, voilà, pour qu'il y ait cette espèce d'effet Madeleine de Proust qui fasse remonter effectivement les souvenirs de cette époque à la surface. On retrouve donc dans votre livre aussi un côté assez thriller psychologique, avec une disparition, un meurtre, de nombreux secrets, une enquête menée à bâton rompu et une menace latente. Un genre d'écriture que vous abordiez déjà dans vos 2 précédents ouvrages, Un appartement à Paris et La fille de Brooklyn. Plus de risques, moins d'ésotérisme, la trame existentielle que l'on trouvait dans vos premiers ouvrages, à savoir essayer de répondre à la question pourquoi sommes-nous là, que faisons-nous là, etc. Est donc moins présente dans ces derniers titres. Est-ce là une nouvelle facette de votre œuvre que nous découvrons ? Moi, j'aime bien cette phrase de Gabriel Garcia Marquez qui dit « Tout être humain a 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. » Et de plus en plus, ce qui m'intéresse dans mes romans, c'est de travailler sur la vie secrète de mes personnages, parce qu'elle fait écho, c'est un miroir à la part secrète qu'on porte tous en nous, et qui est un matériau intéressant pour un romancier. Et donc, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui à qualifier effectivement le genre de mes romans, et donc pour moi, je crois que c'est des sortes de thrillers psychologiques, de thrillers intimes, de thrillers dans lequel finalement le suspense est d'abord un suspense mental. Il n'y a pas de scène de cascade, il n'y a pas de scène de poursuite. Il y a certes une petite scène de meurtre, mais elle n'est jamais glauque, il n'y a jamais de violence gratuite dans mes romans. Et finalement, les grands bouleversements, c'est les bouleversements du cœur, c'est les bouleversements liés aux sentiments, liés à l'amour qui peut nous élever comme il peut nous détruire. Et j'écris toujours mes romans voilà, avec ces 2 niveaux de lecture. Un premier niveau qui est le niveau vraiment du suspense, du plaisir d'avancer dans une enquête, du plaisir de tourner les pages, le fameux page turner, le terme anglo-saxon. C'est ça qui fait, oui, qu'on se dit parfois qu'on a hâte de rentrer chez soi pour terminer un roman qu'on est en train de lire. Et à un deuxième niveau, j'aime bien effectivement que dans mes romans, en sous-texte, aborder certains problèmes, certains thèmes. Et c'est vrai que le suspense, le genre du suspense psychologique est particulièrement favorable à ça. Et justement, en fait, le côté suspense apporte une transformation au cours de l'histoire chez ces personnages qu'on découvre qui sont hauts en couleur. Thomas, Fanny, Maxime, le père, la mère, il semble que tout le monde ait quelque chose à cacher. Et c'est d'ailleurs cela qui nourrit votre intrigue et la richesse de vos personnages. Mais comment se construisent des personnages aussi complets et à la fois aussi complexes, aux traits si précis et significatifs ? C'est vrai que dans ce livre-là, j'avais envie effectivement qu'on suive une petite communauté de personnes et que finalement personne ne soit vraiment innocent, que tout le monde ait sa part de mystère, d'ombre, de secret. Et je pense qu'aujourd'hui, vous comme moi, les gens consomment beaucoup de fiction, que ce soit sous la forme de séries télé, de romans, de films. Je pense qu'on n'a jamais autant consommé de fiction. Et donc les spectateurs, les lecteurs connaissent les codes de la fiction. Donc il faut écrire des choses qu'on n'a pas déjà lues avant. Et le meilleur moyen pour faire ça, plus que l'intrigue, c'est effectivement la densité des personnages. Et cette densité des personnages, c'est vrai qu'elle se construit. Moi, j'ai pour habitude, avant même de commencer à écrire, de faire des petites biographies de chaque personnage. Donc, je me raconte la vie de mes personnages, à la fois les faits marquants de leur vie, leurs expériences,
ce qu'ils écoutent comme musique, ce qu'ils aiment comme film, le prénom de leur grand-mère, leur plat préféré. Et donc voilà, donc ça m'aide, il y a un travail en amont qui m'aide à connaître un petit peu mes personnages, à les apprivoiser. Et ce qui fait que quand je commence l'écriture, voilà, ils ont déjà un petit peu perdu de leur côté être de papier pour devenir, sinon des amis, du moins des connaissances. Il est vrai qu'au cours de cette journée d'enquête, comme vous le disiez, en fait, il y a des pauses narratives qui nous ramènent dans le passé, où on découvre justement ce passé des personnages que vous avez peut-être ou pas construit à l'avance. Comment se construit en fait un tel récit où on oscille entre passé et futur? Est-ce que vous avez effectivement tout écrit d'abord dans l'ordre chronologique et ensuite vous détachez les pièces du puzzle pour les mélanger, pour mener en fait le lecteur à votre rythme? Ou est-ce que vous-même, vous découvrez tout de même vos personnages au cours de l'histoire? Alors c'est une bonne question parce que je pense qu'effectivement, on peut écrire ce livre comme ça des deux manières. Euh, Pendant longtemps, je pouvais écrire mes romans en commençant par le dernier chapitre ou en écrivant un chapitre central et de moins en moins. De plus en plus, je me raconte à moi-même l'histoire. Donc j'écris tous mes romans chronologiquement et je pars avec un plan assez détaillé, une sorte de tuyauterie, de squelette, euh, qui m'aide à vérifier voilà, que les boulons tiennent bien, que chaque problème trouvera une solution. Mais à partir du moment où je commence à écrire, je ne suis pas fermé à faire bouger l'édifice. Et parfois, c'est justement un petit peu voilà, la magie et l'excitation de l'écriture de voir que voilà, des bonnes idées vous sont amenées par vos personnages. Et j'aime bien ce moment où les personnages, justement, s'autonomisent un peu. C'est-à-dire qu'ils se mettent à avoir envie de faire des choses auxquelles on ne les prédestinait pas forcément. Et je sais que je suis sur la bonne voie quand je commence à ressentir effectivement une excitation, quand je me mets devant ma page ou devant mon écran tous les matins en me disant, voilà, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Qu'est-ce que les personnages me réservent? Euh, donc voilà, donc pour résumer, c'est à la fois, je pars avec un plan très construit et je m'interdis pas de faire bouger les fondamentaux de l'histoire au fil de l'écriture. Donc, on a ces flashbacks qui nous permettent de revenir dans le passé. Et malgré tout, quand on referme le livre, après quelques 400 pages et quelques de lecture, on se rend compte qu'il ne s'est passé quasiment qu'une seule et même journée au cours de Oui, l'enquête. Alors, on a presque du mal à y croire, tellement il y a de rebondissements et de découvertes au fur et à mesure de cette journée. c'est vrai que là j'aime bien écrire en me mettant des contraintes, parce que finalement, les contraintes, parfois, vous obligent voilà, à faire preuve d'inventivité. Et dans ce livre, il y a finalement les trois unités classiques. Unité de lieu, puisque tout se passe plus ou moins dans un campus et ses environs. Unité de temps, puisque toute l'enquête se passe, vous l'avez dit, en une seule journée. Alors il y a une journée en 2017 qui est la journée d'enquête, et une journée en 1992 qui est l'après-midi où tout a basculé et où le destin de plusieurs personnes a, a basculé. Et une unité d'action qui est finalement, voilà, il y a une question qui traverse le roman, c'est qu'est-il arrivé à Vinca Rockwell, cette sorte de reine du lycée, voilà, la fille la plus populaire du campus qui a disparu 25 ans auparavant et dont on ne sait pas si elle a disparu, si elle est morte. Donc voilà, donc parfois écrire avec des contraintes finalement aide à la créativité. Et le destin de cette jeune fille, du coup, effectivement, a basculé au cours d'une nuit, nuit qui a une place prépondérante dans votre récit, comme l'indique d'ailleurs le titre, La jeune fille et la Absolument. nuit. Et vous commencez aussi votre livre par une citation, celle d'Henri Michaud, poète, écrivain belge et peintre de renommée, qui dit ceci: Le problème de la nuit reste entier. Comment la traverser? Citation particulièrement appropriée, parce qu'on Oui, dirait... je,
pendant longtemps, voilà, bon, il y a la jeune fille et la mort, c'est à la fois un morceau musical de Schubert. euh, et au début, je voulais appeler ce livre La jeune fille et la mort. Et puis, je me suis dit non. euh, la mort, c'est trop définitif. On ne sait pas en plus si elle est morte. Et donc, la jeune fille et la nuit s'est imposée. On a tous notre nuit, c'est-à-dire on projette. J'aime bien ce mot parce que ce mot nuit, on peut projeter finalement à travers ce mot nos peurs, nos angoisses, nos problèmes. Et l'avantage de la nuit par rapport à la mort, c'est que bon, après la nuit, le jour se lève, et alors qu'après la mort, généralement, il n'y a plus grand-chose. Et donc, voilà, donc le roman c'est construit comme ça, en partant de la jeune fille et la mort, c'est cette pièce musicale très forte de Schubert, et en dérivant petit à petit voilà, vers quelque chose qui reste poétique, tout en étant un peu plus ouvert. Et je voulais écrire finalement je voulais écrire ce roman comme un polar sans policier, c'est-à-dire on a deux enquêteurs. On a un journaliste et un romancier. Et le journaliste, lui, est persuadé que Vinca est morte. Et lui, il a écrit un livre d'enquête qu'il a appelé La jeune fille et la mort. Donc pour lui, Vinca est morte. Et ce qu'on lit dans ce livre, ça pourrait être la version finalement du romancier, La jeune fille donc, et la nuit. Et c'est la différence entre le journaliste qui, lui, veut faire éclater la vérité et le romancier qui, lui, pense que la vérité n'existe pas et que finalement il y a des faits, mais que finalement chacun raconte sa vérité, sa part de vérité, chacun raconte sa vérité avec Vinca, mais que le tout n'étant pas égal à la somme des parties, vous avez beau avoir un kaléidoscope comme ça de vérité personnelle, ça ne vous donne pas pour autant la vérité avec un grand V. Et donc ce romancier, Thomas, solitaire, en quête d'un amour perdu, semble presque d'ailleurs vivre plus dans ce passé, cette histoire avec Vinca, que dans le présent, lui vouant d'ailleurs une admiration folle, vouant une admiration folle à Vinca, personnage éthéré, qui sera la source de ce mystère qui va remplir le livre et permettre de le développer. L'amour passionnel, l'amour perdu, non résolu, est un sujet presque sombre. Pourquoi ce sujet-là, en fait ? Je pense que Vinca, c'est une sorte d'archétype, c'est la jeune femme gracieuse, intelligente, belle, voilà, qu'on a tous connue à l'âge de 18, 19 ou 20 ans. Et lui ne s'est jamais remis de sa rencontre avec cette jeune femme. Et finalement, il a mis sa vie entre parenthèses. Et au début où le roman commence, on a trois personnages qui sont devenus meurtriers par accident quand ils avaient 19 ans et qui, 25 ans après, sont ramenés dans le lieu de tous les dangers. Le lieu qui, à la fois, peut les envoyer 20 ans en prison. C'est-à-dire ils ont emmuré un cadavre dans un gymnase qui doit être détruit, ou alors qui peut leur offrir une porte étroite de rédemption et de résilience. Donc c'est aussi un livre sur la réparation de certains destins et sur ce sentiment qu'on a tous éprouvé à un moment ou à un autre de notre vie. Alors là, c'est très dramatique, mais qui est le sentiment de, à un moment donné, devoir nous mettre en paix avec un épisode de notre passé. C'est-à-dire que si on veut continuer à avancer, à un moment, voilà, il faut affronter la vérité avec tous les risques que cela comporte. On découvre donc ces trois personnages principaux, coupables d'un meurtre a priori, Fanny, Thomas et Maxime, mais aussi d'autres personnages secondaires. Et l'un d'entre eux, non des moindres, Jean-Christophe Graff, ancien professeur de français de Thomas et qu'il considère comme son mentor, l'ayant poussé à mettre sur papier toutes ces histoires qui lui trottaient dans la tête et même lui ont servi de modèle à plusieurs reprises.
Vous-même, avez-vous eu dans votre ou avez-vous toujours dans votre entourage une personne qui aurait été à la source de votre inspiration et qui serait la motivation à écrire? Ouais, il y a 2 personnes, oui, qui ont compté, dans ma vie par rapport à ça. C'est à la fois, bon, c'est ma mère, bibliothécaire, qui m'a donné, voilà, l'amour des livres, mais sans me l'imposer non plus. C'est-à-dire que c'est compliqué quand vous avez des enfants, des adolescents, des préadolescents, de les faire lire, parce qu'ils ont toujours l'impression finalement qu'on leur impose, ça comme une contrainte. Et tout l'art finalement des adultes par rapport aux préadolescents ou aux adolescents, c'est d'essayer, voilà, de les orienter, enfin de les conduire à la lecture sans avoir l'impression qu'on les contraint. Et l'autre personne importante, c'était un professeur de français qui, effectivement, en classe de seconde, avait organisé dans sa classe un concours de nouvelles, qui nous faisait écrire, et qui nous faisait lire voilà, qui avait l'intelligence de nous mettre le pied à l'étrier avec des textes qui étaient, qui pouvaient présenter un intérêt, une porte d'entrée assez facile pour des gens de 15 ans. Voilà, c'est le premier roman qu'on a étudié en classe, c'était Des souris et des hommes de Steinbeck. Voilà, à la fois livre très très puissant, mais livre finalement, voilà, qu'on peut lire à tout âge, et qui est vraiment une porte d'entrée intéressante et pas contraignante. C'est pas un mur. Et donc c'est cette intelligence-là d'amener graduellement les élèves à lire et à envisager la lecture à la fois, comme une arme, parce que c'est un moyen d'acquérir du savoir, mais surtout comme quelque chose qui peut aussi être ouvrir une voie à la construction de son identité, son autonomie, son émancipation. Vous précisez d'ailleurs à la fin du livre que le roman n'est pas la réalité et que le narrateur ne se confond pas avec son créateur. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de leur trouver quelques ressemblances, leur âge, leur métier d'auteur, leur passion pour les études des États-Unis, leur enfance à Antibes que vous évoquiez tout à l'heure en début de rencontre, peut-être même quelques traits de caractère. Durant le récit, Thomas va d'ailleurs proposer l'écriture d'un livre qui s'appellerait La jeune fille et la nuit. Alors, était-ce une volonté de votre part de donner un caractère autobiographique à ce dernier ouvrage? Alors c'est un ouvrage personnel pour les raisons que vous avez intelligemment citées, mais pas autobiographique dans le sens où c'est pas, et heureusement que c'est pas ma vie, puisque la vie de ce pauvre Thomas finalement a été mis entre parenthèses depuis 25 ans. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de relation amoureuse suivie, il vit dans le souvenir, dans la culpabilisation. Après, c'est tout le problème quand vous écrivez un roman qui est à la première personne. Et ce roman, pendant longtemps, j'ai eu du mal à l'écrire. Le narrateur, au début, était psychiatre et pas romancier. Surtout, le roman était écrit à la troisième personne. Et ça marchait pas. Je savais pas très très bien pourquoi, mais au bout de 50 pages, j'arrivais pas vraiment, voilà, à me sentir à l'aise dans l'histoire. Je trouvais que la voix, voilà, la voix du roman était encore hésitante. Et finalement, j'ai tout recommencé à zéro. Ça m'arrive souvent d'essayer autre chose. Et le autre chose, c'était d'essayer d'écrire à la première personne. Et d'un seul coup, effectivement, quelque chose dans l'écriture s'est débloqué. Alors, je ne dis pas qu'il faut écrire tous les romans à la première personne, mais en tout cas, celui-là, je pense qu'il avait besoin de cette proximité pour être juste, pour être efficace. Et c'est c'est tout le mystère finalement de la création, ce côté irrationnel. Il n'y a pas de recette. Moi, je cite toujours cette phrase là de Somerset Maugham là, qui dit il y a 3 grandes règles pour écrire un roman. Malheureusement, personne ne les connaît. Et c'est assez vrai. Et c'est assez vrai. Vous arrivez. Voilà, il y a même voilà, j'en ai écrit 15. C'est pas parce que vous avez écrit 15 romans que vous allez savoir écrire le 16e. C'est pas comme
pas comme la recette de la tarte aux pommes qu'on a mangée à midi, qui était très bonne d'ailleurs, mais où une fois que vous savez la faire, ok, vous allez répéter voilà, vous savez comment faire. Un roman, il y a pas de recette, il n'y a pas tellement de méthode non plus. Moi, mon seul credo, c'est à chaque fois, dans la mesure de mes moyens, essayer d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. Donc, je me dis, voilà, essaye de te raconter l'histoire à toi-même, comme si tu étais ton premier lecteur. Et je me dis, si ça m'intéresse, ça intéressera peut-être les autres. Donc, il y a ce côté un peu schizophrénique quand vous écrivez. Vous êtes à la fois l'auteur et vous êtes le premier lecteur. Et c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Et c'est finalement mon seul fil directeur lorsque j'écris. Et du coup, vous êtes aujourd'hui, malgré la difficulté peut-être d'écrire vos livres, à la tête du top des ventes, avec La jeune fille et la nuit, mais aussi la version poche, Un appartement à Paris, ce qui fait de vous un des romanciers les plus lus en France. Et pourtant, vous avez le succès assez modeste et vous avez su garder la tête froide vis-à-vis de votre travail comme de vos lecteurs avec qui vous avez une relation assez riche. Comment garde-t-on les pieds sur terre lorsqu'on connaît un tel succès et comment effectivement plaire aux lecteurs à chaque nouvel ouvrage? Alors le but, justement, je pense que il ne faut pas se dire il faut que je plaise au lecteur. Ça, c'est tous les gens qui essayent de dire je vais essayer de faire un truc qui va plaire. Généralement, ça marche pas. Donc quand vous écrivez, d'abord c'est un travail solitaire qui dure longtemps. Moi, je suis plutôt un extensif qu'un intensif, c'est-à-dire que voilà, je suis incapable de faire quelque chose en 10 minutes ou en 1 heure. Voilà, j'ai besoin de la journée entière, de macérer un petit peu dans mon histoire, dans mes personnages, d'essayer des choses, de jeter beaucoup. Et pour moi, écrire, ça a toujours été réécrire, réécrire, réécrire sans fin. Voilà, il n'y a pas cette fluidité du récit qu'on peut avoir, enfin, que j'espère qu'on a en lisant mes romans. Voilà, c'est très travaillé. Et pour ce qui est du reste, quand vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas le temps de penser à tout ce qui peut être le succès, l'insuccès. Voilà, donc vous travaillez, vous levez tous les matins. Moi, je suis entouré de gens qui sont. Je vis entouré de gens qui sont ni dans le milieu artistique, ni dans le milieu de l'édition, et donc qui ont une vie normale, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin pour aller bosser. Et donc, moi, je me lève avec eux, j'accompagne mon fils à l'école et je vais dans mon bureau. Et donc, j'ai des horaires vraiment de création qui sont voilà, ceux d'une journée de travail, parce que ça permet à la fois d'avoir une vie de couple et d'avoir une vie familiale, et d'avoir voilà, ce pan qui est le pan du travail. Stephen King disait toujours, voilà, pour écrire, il faut fermer la porte. Et dans cette expression fermer la porte, pour lui, c'était trouver un moyen de s'abstraire du monde réel pour pouvoir être dans ce monde imaginaire. Et donc, moi, tous les jours, voilà, mon premier travail, c'est d'osciller entre une réalité très, très concrète, qui est ma vie familiale, amoureuse, et ensuite, voilà, basculer dans ma vie imaginaire, et le soir, être de retour à la maison pour avoir le temps de raconter une histoire à mon fils avant qu'il aille au lit. Et cette partition-là n'a pas toujours été facile. Pendant longtemps, j'écrivais la nuit. Pendant longtemps, c'était... D'abord, pendant longtemps, j'ai eu un autre métier. J'étais enseignant en économie, et donc je faisais mes cours la journée, je rentrais, je commençais à travailler, à écrire à 21h, et je travaillais de 21h à 3h30 du matin. Je me couchais à 3h30, je me levais à 7h et j'allais faire mes cours. Mais c'était quand j'étais très jeune, quand j'étais jeune. Donc. Et aujourd'hui, voilà, le corps ne permet plus d'absorber un rythme comme ça, où il y avait quasiment aucun arrêt. Et quand j'ai rencontré ma femme, la première chose qu'elle m'a dit, la première année où on a vécu ensemble, elle m'a dit, ah oui, non, mais ton métier, c'est quand même un truc quand même assez barré, parce que tu passes finalement 12 heures par jour dans un monde imaginaire, avec des personnages qui n'existent pas. Et donc, l'essentiel de ton temps conscient,
tu le passes finalement dans un monde chimérique. Et ça m'a beaucoup perturbé qu'elle me fasse remarquer ça. Et ça m'a donné une idée d'histoire qui est le roman qui s'appelle La fille de papier, qui est l'un des romans vraiment qui a compté dans ma vie, qui est l'un des romans préférés des lecteurs, qui raconte l'histoire effectivement d'un écrivain victime du du syndrome de la page blanche et qui voit d'un coup surgir dans sa vie l'héroïne d'un de ses romans précédents. Et surtout, en plus de l'idée de ce livre, ça m'a rappelé, enfin ça m'a obligé à avoir voilà, une structuration beaucoup plus nette entre la partie écriture et la partie vie familiale. Alors merci beaucoup d'avoir partagé tout Merci à ça vous. avec nous. Merci. Le temps court et donc si on veut laisser l'occasion à chacun de faire dédicacer son livre, je vais prendre juste une question de lecteur, s'il y en a dans la salle. Et voilà, l'heureux élu. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question un petit peu particulière. Vous avez un frère qui écrit également. Est-ce que vous avez envisagé d'écrire quelque chose à deux un jour? Vous savez, l'écriture, c'est tellement singulier, tellement individuel, tellement personnel, que je crois que je serais incapable d'écrire un roman avec quiconque. Parfois, avec mon ami Maxime Chatham, on se dit, ah, un jour, on écrira un roman à quatre mains, mais je crois qu'on n'y croit ni lui ni moi, parce que c'est tellement, c'est tellement intime, personnel. Je ne serais pas contre tenter un jour l'expérience, mais je pense que ça serait très très compliqué. C'est déjà difficile de se débattre tout seul avec ces personnages. Alors je me dis, voilà, s'il y a en plus une autre entité comme ça qui va co-signer le roman, je crois que j'en serais pas capable. L'envie est séduisante. Et je sais qu'il y a des gens effectivement qui écrivent à deux, hein, Giacometti Raven, Boileau et Narcejac qui le faisaient aussi. Moi, je crois que j'en serais tout simplement incapable, même si l'envie est belle.